Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration consacrée aux données ouvertes, ce qu'on appelle l'open data. On a un document assez dense qui décortique ce concept vraiment clé aujourd'hui. L'objectif pour nous, c'est de bien saisir ce que c'est, pourquoi c'est important et comment ça change un peu la donne pour l'accès à l'information. En gros, on parle de données numériques accessibles assez librement, sans trop de barrières techniques ou juridiques ou même financières. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les utiliser, les réutiliser, les partager. Alors justement, décortiquons un peu ça. Qu'est-ce qui fait qu'une donnée est vraiment ouverte? C'est quoi les piliers? D'après ce qu'on a lu, il y a 3 grands principes, c'est ça? La disponibilité, donc un accès complet, facile à télécharger. Ensuite, la réutilisation, on peut les modifier, les croiser avec d'autres, les diffuser. Et enfin, la participation universelle. C'est-à-dire sans discrimination. L'idée centrale, c'est la libre circulation de l'info, quoi. Exactement. Et cette libre circulation, elle ne se fait pas n'importe comment. Elle repose sur des bases techniques assez précises. Pour que des données soient vraiment ouvertes, il faut qu'elles soient lisibles par une machine. Ça, c'est crucial pour tout ce qui est traitement automatisé. Il faut aussi qu'elles utilisent des formats ouverts, donc non propriétaires. Imaginez si on devait acheter un logiciel spécifique juste pour lire, je sais pas, le budget de sa commune. Ah oui, ça limiterait tout de suite l'accès. Carrément. Donc, format ouvert. Ensuite, l'accessibilité. Il faut pouvoir les trouver facilement, les récupérer sans galérer. Et puis, dernier point important, la pérennité. Il faut une garantie qu'elles restent disponibles dans le temps. Oui, cette question de pérennité, elle est intéressante. Ça évite que ce soit juste une mode passagère, une initiative qui disparaît. Mais alors, qui sont les acteurs qui font vivre tout cet écosystème de l'open data ? Alors, c'est un paysage assez varié. En premier lieu, on a souvent les institutions publiques, les administrations, les organismes statistiques. Ce sont de gros producteurs de données. Mais il n'y a pas que. Le secteur privé joue un rôle aussi, soit en ouvrant certaines de leurs propres données, ce qui est plus rare, soit, et c'est plus fréquent, en créant des services innovants par-dessus les données ouvertes publiques. D'accord. Et il ne faut surtout pas oublier les citoyens et les associations. Eux, ils sont à la fois utilisateurs clés, mais parfois aussi contributeurs, où ils aident à améliorer la qualité, ils signalent les erreurs. C'est vraiment un effort partagé. Un effort partagé. Et concrètement, dans notre quotidien, où est-ce qu'on voit l'impact de tout ça ? En fait, un peu partout, souvent sans même y penser. Ah oui. Oui, les horaires de transport en temps réel, dans nos applications de mobilité par exemple. Ah oui, c'est vrai. Pour savoir si le bus est à l'heure. Voilà, ça c'est typiquement de l'open data. Les prévisions météo aussi, quand elles sont très détaillées. Dans le domaine de la santé, l'ouverture de données épidémiologiques, bien sûr anonymisées, ça permet d'améliorer la recherche, la réponse aux crises sanitaires. Et un exemple qui est peut-être plus frappant pour la démocratie, c'est la transparence budgétaire. Quand les collectivités publient leurs dépenses de façon détaillée, ça permet aux citoyens de mieux comprendre où va l'argent public et potentiellement de demander des comptes. Ça a l'air très puissant, effectivement, mais j'imagine que tout n'est pas rose. Ça ne doit pas être sans défis, sans obstacles. Non, bien sûr, il y a des freins importants. Le premier, c'est souvent la qualité des données. Parfois, elles sont incomplètes, ou il y a des erreurs, elles ne sont pas à jour. Ça limite forcément ce qu'on peut en faire. Oui, si la donnée de base est fausse. Voilà. Ensuite, il y a la question très sensible de la protection de la vie privée. C'est un équilibre vraiment délicat à trouver. L'anonymisation est essentielle, mais elle n'est jamais parfaite à 100%. Il y a aussi des défis techniques, comme l'interopérabilité. Faire que des systèmes différents, avec des formats différents, puissent quand même échanger et utiliser les données facilement. C'est pas toujours simple. Un vrai casse-tête technique, on imagine. Oui, et enfin, la question du financement sur le long terme. Maintenir les portails, assurer la mise à jour des données, ça a un coût. Et il faut assurer cette pérennité financière. D'accord. Vie privée, technique, financement. Et est-ce qu'il y a un cadre légal pour un peu guider tout ça ? Oui. Heureusement, le droit s'est adapté. En France, on a eu la loi pour une république numérique en 2016. Elle a été assez marquante parce qu'elle a posé le principe de l'ouverture par défaut pour beaucoup de données publiques des administrations. C'est un vrai changement culturel aussi. Ouverture par défaut, ça veut dire qu'elles doivent publier sauf raison valable de ne pas le faire. C'est l'idée, oui. Ça inverse la logique d'avant. Et au niveau européen, il y a aussi des directives qui visent à harmoniser les pratiques entre les pays membres. Ça facilite la réutilisation des informations du secteur public à travers toute l'Union européenne. Donc oui, un cadre se met en place. Bon, très bien. Ce cadre légal, c'est une bonne chose. Mais au final, l'impact global de tout ça, qu'est-ce que ça change vraiment, concrètement ? Alors,
Les impacts, on peut les voir sur deux grands plans. D'abord, économiquement. L'open data, c'est vu comme un vrai moteur pour l'innovation. On estime que ça génère des milliards d'euros de valeur ajoutée en Europe. Comment? Par la création de nouveaux services, de nouvelles entreprises, l'optimisation de processus existants, et donc des emplois. D'accord, un impact économique non négligeable. Oui, et puis il y a l'impact social et démocratique qui est peut-être encore plus fondamental. Plus de transparence dans l'action publique, ça on l'a dit, une meilleure information des citoyens, ce qui peut encourager leur participation au débat, et aussi une plus grande redevabilité des institutions. Elles doivent davantage rendre compte de leurs actions. Tout ça, ça peut aider à renforcer la confiance, même si c'est un vaste sujet. Et si on se projette un peu? Avec l'intelligence artificielle qui se développe, l'Internet des objets qui multiplie les capteurs partout, le volume de données va juste exploser, non? C'est à la fois le grand défi et la grande opportunité pour l'open data. L'IA, par exemple, elle peut analyser ces énormes volumes de données ouvertes pour en extraire une valeur incroyable, détecter des tendances qu'on ne verrait pas autrement. Mais gérer ces volumes massifs, qu'on appelle le big data, en assurer la qualité, c'est un challenge technique énorme. Et surtout, ça pose des questions de gouvernance encore plus complexes. Qui décide quelles données ouvrir? Comment? Pour quel usage? Comment on garantit que l'accès et l'utilisation sont équitables? Oui, des questions fondamentales. Voilà. On va sans doute voir émerger de nouveaux modèles de gouvernance, peut-être plus collaboratifs, plus décentralisés, pour gérer tout ça. Bon, alors pour résumer un peu tout ça, l'open data, c'est clairement bien plus qu'une simple tendance technique ou un jargon à la mode. C'est plutôt une transformation de fond vers une information plus ouverte, plus accessible. Et ça peut nourrir à la fois l'innovation économique, mais aussi, et c'est crucial, renforcer notre démocratie. C'est un mouvement assez profond en fait. Tout à fait. C'est un changement de paradigme. Et son succès futur, il dépendra vraiment de notre capacité collective à relever tous ces défis qu'on a évoqués. Qualité, vie privée, gouvernance, équité. Et ça m'amène peut-être à une dernière pensée, une question à laisser en suspens. Au-delà d'être juste des consommateurs de ces données, comment est-ce qu'on pourrait encourager une participation plus active de chacun ? Comment faire en sorte que cette ouverture, elle bénéficie vraiment à tout le monde, de manière équitable et pas seulement aux entreprises ou aux acteurs qui ont déjà les moyens de les exploiter? Comment s'assurer que ça sert vraiment à répondre aux grands enjeux locaux?